Bienvenue dans ce nouveau journal mondial. Cette édition revient sur les principaux développements de la semaine, marqués par les évolutions autour de la guerre en Ukraine, les travaux de l'OTAN et les questions de sécurité internationale. Nous reviendrons également sur les tensions au Moyen-Orient, les évolutions militaires et diplomatiques observées dans plusieurs régions, la situation sanitaire en République démocratique du Congo, ainsi que sur plusieurs annonces économiques et politiques en Europe, en Asie, en Afrique et sur le continent américain. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Au cours de la semaine, Donald Trump déclare qu'un règlement de la guerre en Ukraine est plus proche que les gens ne le pensent, après des échanges avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. L'agence indique qu'il prévoyait d'aborder ce dossier lors du sommet de l'OTAN en Turquie. Toujours en marge du sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump devait rencontrer Volodymyr Zelensky ainsi qu'Ahmad al-Shara. Donald Trump déclare également vouloir lever les sanctions américaines visant la Turquie et examiner une possible vente d'avions de combat F-35 à Ankara. Il est rappelé que ces sanctions avaient été imposées après l'acquisition par la Turquie du système russe S-400. Par ailleurs, Donald Trump ordonne l'arrêt immédiat du commerce américain avec l'Espagne, invoquant des désaccords portant sur les dépenses de défense de l'OTAN et sur l'Iran. Cette annonce a été faite lors du sommet d'Ankara. Concernant le Moyen-Orient, Donald Trump déclare qu'il ne pense pas que le conflit entre les États-Unis et l'Iran reprendra, malgré les récentes frappes échangées entre les deux pays. Cette déclaration est faite à Ankara, à l'issue du sommet de l'OTAN. Au cours de la semaine, les États-Unis mènent ensuite de nouvelles frappes contre l'Iran. AP rapporte que cette opération est intervenue après la déclaration de Donald Trump, selon laquelle le cessez-le-feu était terminé, tandis que l'Iran a répondu en visant des États du Golfe alliés des États-Unis. Enfin, des sénateurs américains annoncent être parvenus à un accord avec Donald Trump sur un projet de loi prévoyant de nouvelles sanctions contre la Russie. Il est précisé qu'il s'agit d'un accord politique annoncé sur ce projet de sanctions. Voici l'actualité du continent européen. Le sommet de l'OTAN se tient à Ankara avec la participation des dirigeants des 32 États membres de l'Alliance. Les discussions portent notamment sur les dépenses de défense, l'industrie militaire et l'aide à l'Ukraine. Au cours de la semaine, une attaque russe menée par missiles et drones contre Kiev et sa région fait au moins 28 morts, dont 18 dans la capitale ukrainienne. L'agence Reuters souligne les difficultés rencontrées par la défense antiaérienne ukrainienne face aux missiles balistiques. Le Royaume-Uni, avec la France, l'Allemagne et d'autres pays européens, présente une initiative de plus de 50 milliards de dollars sur 10 ans destinée à développer des armes de frappe longue portée dans le cadre de l'OTAN. Cette initiative est formellement présentée lors du sommet d'Ankara. À l'issue du sommet, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, déclare que l'Alliance affiche son unité malgré les tensions entre Donald Trump et plusieurs alliés. Donald Trump réaffirme de son côté son soutien à l'OTAN et à l'unité des 32 États membres. La Russie dénonce les décisions prises par l'OTAN concernant l'aide militaire à l'Ukraine et les engagements de défense. L'Alliance annonce 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine pour 2026, ainsi que des contrats d'armement d'au moins 50 milliards de dollars. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, déclare que le Danemark est prêt à défendre chaque partie du territoire de l'OTAN, y compris le Royaume danois et le Groenland. Cette déclaration intervient après de nouvelles affirmations de Donald Trump concernant le Groenland. Par la suite, les membres de l'OTAN sont sortis du sommet d'Ankara avec une unité affichée malgré des tensions persistantes. Les discussions portent également sur la défense européenne, l'Ukraine et la présence militaire américaine en Europe. En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz annonce la conclusion d'un accord portant sur l'achat de missiles de croisière américains Tomahawk à l'issue du sommet de l'OTAN. Enfin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce que la Hongrie va rejoindre le parquet européen afin de renforcer la protection des fonds européens contre la fraude et la corruption. Un incendie s'est déclaré à la raffinerie d'Ilski, dans la région russe de Krasnodar, après une attaque de drone, tandis qu'aucun blessé n'était signalé dans les premières informations officielles. En Allemagne, l'inflation harmonisée est confirmée à 2,4% sur un an en juin, contre 2,7% en mai, selon les données définitives de l'Office fédéral des statistiques. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Au Nigeria, les autorités indiquent que 2 ressortissants nigérians ont été tués en Afrique du Sud dans un contexte de violence anti-migrants. Un homme a été tué près de son commerce à Emalanemi, tandis qu'Emeka Iroegbu est mort lors d'un interrogatoire policier à Pretoria. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé indique que l'épidémie d'Ebola reste en phase d'expansion. Le bilan fait état de 1561 cas confirmés et de 506 décès. Au Ghana,
le gouvernement reporte des réunions bilatérales avec l'Afrique du Sud en raison d'une hausse des violences anti-migrants dans ce pays. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa promulgue une loi prolongeant son mandat de 2 ans jusqu'en 2030. Par la suite, la République démocratique du Congo annonce que le nombre de cas confirmés d'Ebola est monté à 1708, dont 580 décès, selon des données gouvernementales. Un cas suspect d'Ebola apparaît ensuite dans une nouvelle province de la République démocratique du Congo. Le bilan signalé atteint alors 600 morts et 1759 personnes infectées. Or, 2 cas récents encore en cours de confirmation à Kisangani. Au Soudan, l'armée déclare qu'un plan de paix américain doit prévoir le retrait complet des forces de soutien rapide des villes soudanaises. En Afrique du Sud, la production manufacturière recule de 4,3% en mai sur un an. Enfin, au Nigeria, au moins 39 écoliers et 6 enseignants, enlevés près de 2 mois auparavant dans l'état d'Oyo, sont secourus par les forces de sécurité, selon un porte-parole de la présidence. L'Algérie rouvre entièrement son espace aérien aux vols en provenance et à destination du Mali, selon les médias d'État algériens. Au Sénégal, la plus haute juridiction invalide une réforme constitutionnelle adoptée par le Parlement, estimant qu'elle est contraire à la Constitution. Au Mali, un groupe séparatiste, dirigé par des Touaregs, commence à se retirer de la ville stratégique d'Anéfis, après plusieurs jours de combat. Ce mouvement est confirmé par un porte-parole rebelle et par l'armée malienne. Concernant l'Amérique latine, En Argentine, le ministre de l'économie, Luis Caputo, déclare que le gouvernement prévoit de couvrir ses paiements de dette jusqu'en 2027 grâce à des prêts multilatéraux, des privatisations et des émissions obligataires locales. Aucun retour immédiat aux marchés obligataires internationaux n'est prévu dans cette stratégie. Au Brésil, le sénateur Flavio Bolsonaro annonce son intention de demander à l'administration Trump de reporter le tarif américain proposé de 25% sur les produits brésiliens jusqu'après l'élection d'octobre dans le pays. Il plaide ensuite contre ce tarif lors d'une audition publique auprès du représentant américain au commerce. La décision finale de l'administration américaine est attendue le 15 juillet. Enfin, à Cuba, le Premier ministre Manuel Marrero rejette les spéculations faisant état de division au sein du pouvoir, après qu'un petit-fils de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, a proposé un dialogue avec les États-Unis. Il est précisé que ce dernier ne détient aucune fonction officielle au sein du gouvernement cubain. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Au cours de la semaine, la Chine effectue un tir de missile depuis un sous-marin nucléaire vers le Pacifique, avec une ogive factice. Ce tir suscite des réactions de plusieurs puissances régionales, notamment du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de Taïwan. La Chine et la Russie poursuivent ensuite des exercices navals conjoints dans les eaux et l'espace aérien proche de Qingdao. L'agence Reuters indique que ces manœuvres se déroulent du 6 au 13 juillet et cite le ministère chinois de la Défense ainsi que les médias d'État russes. Au Pakistan, l'armée déclare que 42 policiers et militaires ont été tués dans 3 attaques militantes menées dans la province du Baloutchistan depuis le 6 juillet. Les opérations de riposte ont fait 54 militants tués. Enfin, la Chine annonce une suspension temporaire et immédiate de ses exportations d'hélium. Cette mesure intervient alors que la reprise des tensions militaires au Moyen-Orient fait craindre de nouvelles pénuries de ce gaz, utilisé notamment dans la fabrication des semi-conducteurs. Au Bangladesh, l'ancienne première ministre, Sheikh Hasina, déclare qu'elle prévoit de rentrer d'Inde vers le mois de décembre, avec de hauts responsables de la Ligue Awami, et de se présenter volontairement devant la justice. Elle fait l'objet d'une condamnation à mort au Bangladesh et son parti y est interdit. Au Japon, l'indice des prix à la production progresse de 7,1% sur un an en juin, contre une hausse révisée de 6,6% en mai. Il s'agit de la progression annuelle la plus élevée depuis mars 2023. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Au cours de la semaine, le Hamas annonce la dissolution de son gouvernement de facto à Gaza, ainsi que son intention de transférer l'autorité à un groupe de technocrates palestiniens soutenus par les États-Unis. Israël rejette cette annonce, la qualifiant de manœuvre superficielle. En Iran, les funérailles d'Ali Khamenei sont présentées comme un signal de défiance, dans un contexte régional marqué par les tensions avec les États-Unis et Israël. Au Liban, des familles commencent à regagner le sud du pays après un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hezbollah. L'agence Reuters mentionne notamment des retours à tir et dans plusieurs villages, dont Srifa, dans un contexte de destruction importante. Benjamin Netanyahou déclare ensuite être aligné avec Donald Trump sur les principaux dossiers concernant l'Iran, tout en reconnaissant l'existence de désaccords ponctuels. En Syrie, le groupe français CMACGM
signe un accord de partenariat portant notamment sur la gestion du fret aérien à l'aéroport international de Damas et l'exploitation de 2 ports secs. Une attaque à la bombe avait frappé Damas pendant la visite d'Emmanuel Macron. Par la suite, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, estime que les récentes attaques militaires américaines contre l'Iran étaient absolument nécessaires. Ces déclarations interviennent après des incidents impliquant des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, tandis que les États-Unis avaient lancé une nouvelle série de frappes et révoqué une licence permettant à l'Iran de vendre du pétrole. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, annule une réunion prévue avec Benjamin Netanyahou. Le dossier concerne notamment une possible vente américaine d'avions F-35 à la Turquie. L'Iran déclare ensuite avoir frappé des positions militaires américaines dans des États du Golfe. Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz est alors presque à l'arrêt. Les gardiens de la révolution iraniens affirment par ailleurs avoir tiré 10 missiles balistiques contre la base militaire d'Azraq, en Jordanie. Au cours de cette même journée, Ali Khamenei est enterré en Iran dans un contexte de tensions régionales persistantes. Enfin, les États-Unis demandent à l'Iran de s'engager publiquement à ne plus attaquer les navires dans le détroit d'Ormuz et à confirmer que cette voie maritime reste ouverte à la navigation internationale. La Turquie déclare espérer une levée prochaine des sanctions américaines, ainsi qu'une issue concernant son projet d'acquisition d'avions F-35. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie avertit qu'une nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran pourrait remettre en cause l'excédent d'offres pétrolières attendu sur le marché mondial en 2027. Pour ne rien rater de la suite, abonnez-vous.